Bonjour Emmanuel. Bonjour Henri. Vous allez bien? Fraîchement en ce moment, fraîchement. Ah bah oui, c'est le début de l'hiver là. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui m'a épouvanté. On va parler directement de ce livre, Monsieur Jérémy Rivkin, un monsieur très connu, que moi je ne connaissais pas. Et ce livre m'a fait... C'est le deuxième livre qui me fait très peur dans ma vie. Le premier qui m'a fait très peur, mais qui n'était pas dans les mêmes conditions, c'était Mein Kampf. Quand ma grand-mère est décédée, elle avait dans sa bibliothèque Mein Kampf. Et donc, moi, je n'étais pas très vieux. Et donc, j'ai lu Mein Kampf, que j'ai trouvé totalement stupide. Et je me suis posé la question, étant né en 1944, je me suis posé la question de qu'est-ce qui se passait dans la tête des gens lorsqu'ils disaient Mein Kampf. Alors c'était très difficile pour moi d'en juger puisque je connaissais les résultats. Mais au départ, il n'y avait pas les résultats. Au départ, c'était une simple pensée. Cette pensée était un peu étrange. Moi, je la trouvais un peu simplette. Mais visiblement, des gens ont adhéré à cette pensée. Et ça a dû être effrayant, je suppose, parce que je suppose que les gens qui ont adhéré à cette pensée, quand ils se sont rendus compte après de ce qu'ils avaient fait, de où ça les avait menés, ça a dû leur faire très peur. Et ce livre me fait très très peur parce que je trouve... Alors là, du coup, on ne sait pas ce qui se passera après, puisqu'on est dans la lecture de ce livre avant les événements qui vont... Je vous écoute parce que je ne l'ai pas lu. Hein. Oui, oui. C'est pas le sujet du... Alors, le sujet du livre, ce monsieur Rivkin est un personnage extrêmement connu, un auteur américain qui en fait a il y a trois postulats dans ce livre. Le premier, il explique qu'il y a la biosphère. Il explique que la biosphère, c'est ce qui va du fond de l'océan jusqu'à la stratosphère, c'est-à-dire ça fait à peu près 60 km, et c'est l'espace dans lequel est la vie. Et cet espace, il considère évidemment que l'homme a une intervention dans cet espace, dont on n'est pas complètement sûr, mais bon, admettons. Enfin, en tout cas, moi, je ne me sens pas responsable de la disparition des dinosaures, mais bon. Et évidemment, le coupable, c'est l'homo economicus, c'est-à-dire l'homme capitaliste. Et évidemment, le protecteur, c'est lui, et donc l'écologiste. Donc, si vous voulez, déjà, le monde se sépare en deux, les très méchants, très vilains qui font marcher l'économie, et puis les très gentils qui protègent la biosphère, les uns détruisant la biosphère, donc détruisant l'homme, donc amenant à la mort, et les autres étant évidemment parfaits, et amenant tout ce qu'il faut. Ça c'est la première chose que je trouve un peu primitif. Et le deuxième, évidemment, l'amène ensuite à une modification de l'organisation sociale qui passe par ce qu'il appelle la suppression de l'enclosure. Alors l'enclosure, c'est la propriété privée. Donc il considère que la propriété privée, c'est un enclos. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vous appartient, c'est quelque chose qui empêche les autres de profiter de ce que vous avez. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui évite le partage, c'est donc quelque chose qui isole. Donc pour lui, la propriété privée, ce n'est pas un aboutissement, c'est au contraire un asservissement. Donc la propriété privée devient dans l'esprit de cet homme un asservissement, ce qui est absolument, moi je trouve ça aussi extraordinaire. Et puis ensuite, il traite du big data. Le big data, si vous voulez, c'est la multiplication par milliard des données individuelles regroupées dans les systèmes informatiques. C'est Big Brother. Oui, enfin. Big Brother, c'est celui qui utiliserait Big Data. Voilà, c'est ça. Donc Big Data, si vous voulez, c'est par exemple une jeune femme reçoit tout d'un coup de la publicité pour des produits de bébé, uniquement parce que sur sa carte bleue, elle a arrêté d'acheter des serviettes hygiéniques à son hypermarché. Vous voyez, bon, c'est ça, Big Data. C'est l'utilisation de toutes les données de tous les gens qui se recoupent et qui donnent des profils, qui donnent des attitudes qui permettent de prévoir ou de savoir ce que fait tel individu. Voilà. Donc, ça existe à l'heure actuelle déjà. Absolument, ça existe, mais dans ce livre, on parle de l'avènement. Donc l'avènement du... Alors il appelle ça le communalisme. Communalisme. Ouais. Alors, moi je trouve ce livre absurde, totalement absurde, contraire à la vie. Pourquoi ça vous fait peur alors? Parce que je pense que c'est très séduisant. Et je pense qu'une quantité très importante de gens sont prêts à croire ça jusqu'à aller au bout du bout. Parce que le bout du bout, c'est quoi? Moi, je continue à penser que la chose la plus merveilleuse qui ait existé, c'est
la Déclaration des droits de l'homme, l'avènement de l'individu, c'est-à-dire le respect de l'individu qui est libre jusqu'à la limite de ne pas empiéter sur la liberté des autres. Pour moi, c'est la chose la plus extraordinaire. Cette liberté implique évidemment le résultat pour chacun, la responsabilité de ses actes négatifs et la jouissance de ses actes positifs. Et ça, il y a une grande partie de la population qui ne veut pas entendre parler de ça. Et donc, on voit arriver régulièrement des systèmes communistes, en quelque sorte, collectivistes, pour diluer l'individu dans une responsabilité globale qui serait... Voilà. Alors, les fourmis, quoi. Oui, voilà, les fourmis, oui. Alors, en fait, le communisme a échoué, complètement échoué. Donc, aujourd'hui, cette tendance collectiviste, c'est-à-dire cette notion de suppression de l'individu qui est toujours mortifère, qui est toujours dramatique, qui crée toujours des situations absolument épouvantables. Cette tendance, elle s'exprime là, dans ce livre, par ce type qui est intelligent. Hein. Moi, je trouve ça un peu tout à fait même inintéressant, mais surtout très dangereux, très très dangereux. Mais oui, alors, sa conclusion, c'est quoi? Alors, sa conclusion, c'est que l'évolution... Donc, sa conclusion, c'est que l'individualisme est la pire des choses, car elle aboutit au capitalisme, qui est la pire des choses. Alors là déjà, si vous voulez, il y a une première erreur, c'est qu'il confond capitalisme et économie. Alors, le capitalisme, c'est-à-dire le capital utilisant la force, se transformant en moyen de pression, c'est pas l'économie, puisque l'économie, normalement, c'est la liberté, le respect de l'individu et la concurrence. Or, le capital se crée sur l'absence de concurrence, sur le monopole, c'est-à-dire sur l'ère de la force, parce que c'est toujours le même problème. Donc, le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans ses excès, alors il l'explique, il dit que c'est des entreprises verticales, enfin, il y a toute une explication qui est complètement falsifiée. En réalité, aujourd'hui, la partie du capitalisme qui est insupportable, c'est celle qui est liée avec le politique et qui utilise la force pour imposer aux autres sa version des choses. Mais ça va au bout du bout, c'est en train effectivement de se casser la gueule, comme toujours quand en économie, on prend des solutions qui ne sont pas les bonnes. Alors, donc pour lui, l'absolu, c'est supprimer la propriété privée. Mais il n'a pas la violence de Marx. Il ne veut pas prendre l'outil de production. Lui, il considère qu'il n'y aura plus de production. Pourquoi? Parce qu'il voit dans l'économie la partie gestionnaire de l'économie, la partie de la gestion. Et il dit que la gestion économique tente au coût marginal zéro, c'est-à-dire que la concurrence crée de plus en plus d'économies qui font qu'on arrive à un moment où il y a tellement d'économies que le produit ne dégage plus de marge. Et qu'à partir du moment où il ne dégage plus de marge, le capitalisme s'effondre parce que la motivation qui fait produire disparaît puisqu'il n'y a plus de marge. Voilà. Donc il explique comment... C'est ce qu'on vit à l'heure actuelle en France, puisqu'il y a de moins en moins d'entrepreneurs, il y a de moins en moins... Parce que les marges sont de plus en plus réduites. Voilà. Donc il s'appuie sur la crise économique pour faire la démonstration que cette crise est une crise du capitalisme et que c'est une crise de l'individualisme. C'est ça qui est terrible, parce que c'est pas du tout ça, parce que cette crise aujourd'hui, c'est une crise justement du collectivisme, c'est-à-dire c'est une crise de l'implication dans l'économie de l'État, et donc de la force. Et lui prend le problème à l'envers, il utilise la crise, et il dit, cette crise est une crise de l'individualisme. Donc, face à cette crise, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce que l'économie, pour moi, c'est deux choses, c'est la créativité et la spéculation, c'est-à-dire l'individu crée dans l'espoir de générer une spéculation qui lui sera bénéfice. Et c'est ce qui fait avancer l'économie, et c'est ce qui crée le progrès, c'est ce qui a créé le progrès partout, en médecine, à tout, dans l'espace, c'est-à-dire c'est le désir de créer en pensant que sa création va pouvoir apporter une spéculation et qu'on va en tirer un bénéfice. Donc, lui dit... C'est le moteur de l'économie. Alors, lui dit non. Lui part de l'économie gestionnaire et dit le terme de la gestion, c'est in fine, donc absence de bénéfices, donc suppression du capitalisme. Oui, mais alors à la place de... Voilà, bonne question. Qu'est-ce qui va remplacer le capitalisme? C'est là que c'est très drôle. Alors, on va retourner au communisme. Oui, absolument. Mais il appelle ça... Alors lui, il passe par une étape qui est tout à fait intermédiaire. Il appelle ça le communalisme, c'est-à-dire, en fait, il redécouvre la copropriété.
C'est-à-dire que pour lui, les exemples qu'il donne sont des exemples de gestion en coopérative ou en copropriété sur les éoliennes. C'est le kolkhoz, quoi. On retourne. Alors lui part du principe que c'est un homme qui n'a jamais dû sortir de son bureau. C'est un intellectuel. Donc il n'a jamais vu une mutuelle. Par exemple, il fait enfin, pour lui, le mutualisme, c'est la chose la plus extraordinaire. L'apologie du mutualisme. Alors moi, on va parler de mutualisme de 2 secondes, si vous voulez. On va prendre un exemple très précis. On va par exemple prendre une mutuelle d'assurance qui s'appelle la Massif. Oui. Alors la Massif, par exemple, une mutuelle d'assurance. Donc il parle de la démocratie. Ben, la Massif, si vous êtes adhérent à la Massif, et si vous voulez rentrer parmi les élus qui vont représenter les mutualistes, il ne faut pas y compter. Parce que si vous voulez, pour pouvoir se faire élire, il faut d'abord avoir été sélectionné. C'est pas parce que vous êtes adhérent à la Massif que vous avez le droit d'aller vous présenter aux élections des membres de la Massif. C'est exclu. Les gens sont triés. Donc, ne sont élus que ceux qui sont triés. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas élu, on est coopté. Bon, ça, c'est déjà le premier point. Donc, on retombe toujours dans une oligarchie. Complètement. Voilà, complètement. Il n'y a aucune sincérité. Il n'y a aucune sincérité. Et ce sont des entreprises, si vous voulez, qui sont terriblement capitalistes, mais qui bénéficient d'avantages fiscaux qui font que ça les tient. Mais autrement, il y a longtemps qu'ils auraient complètement pété les plombs, parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Et vous voyez l'exemple de la Massif, qui est tout à fait intéressant. Les assureurs, dans les années 70, 70, nous ont vendu de plus en plus de contrats, de plus en plus de protection. Si vous aviez un pantalon avec votre fer à repasser, vous le brûlez, on vous le remboursait, etc., etc. Puis à un moment donné, ils n'ont plus eu les moyens de payer tout ce qu'ils avaient promis. Et c'est la Massif qui a inventé le constat amiable. Aujourd'hui, vous n'êtes plus assuré en voiture, puisque vous avez un constat amiable, les gens foutent le camp, quand ils ne sont jamais d'accord, et finalement, l'assureur dit c'est moitié-moitié. Oui. En règle générale, c'est toujours moitié-moitié. Voilà. Oui. Bon. Et puis, quand c'est pas moitié-moitié, pouf, vous avez maintenant un malus. Enfin, donc, si vous voulez, vous n'êtes plus vraiment assuré. Enfin, vous êtes assuré s'il y a un gros pépin. Voilà. Mais pour tout le reste, qui est le montant de la prime, parce que, si vous voulez, il faut savoir que le gros pépin, il n'y en a pas tellement, et on pourrait être assuré pour le gros pépin pour la moitié de la prime. Mais en fait, il y a la moitié de la prime qui fout le camp dans des investissements politico, amicaux, etc. Et puis le peu qui reste, ça paye les gros pépins. Et puis pour le reste, on élimine. Tout ce qu'on vous a vendu, c'est éliminé. Donc, si vous voulez, tout ça, on en revient aussi quand on parle parce que ça, c'est les lois de 1901, ces choses-là. Je rappelle mon histoire d'aéroclub que j'ai déjà racontée, où tout d'un coup l'aéroclub fait faillite parce que tous les membres du bureau volaient à l'œil. Bon. Donc il a suffi de faire payer tout le monde pour que l'aéroclub... Bon. Donc si vous voulez, tout ça, toute cette société extraordinaire du covoiturage, enfin on a vu le covoiturage, vous avez vu cette histoire de notre magistrate, vous avez vu ça? Non. Vous savez qu'il y a un procès à Millau, à Rodez, il y a le procès des gens de cette bande de Millau qui a été menée des représailles auprès, je crois, des Antillais, et puis qui en a tué un. Bon, ils sont 18, et personne n'avoue, et donc il y a une magistrate de Montpellier qui fait la route en voiture pour Rodez, au tribunal ça se passe. Et donc avec le covoiturage, elle fait passer une annonce, magistrate, alors de Montpellier à Rodez, et elle a pour partager les frais, oui. Oui, pour partager les frais. Et elle a 2 des accusés qui montent avec elle en voiture. Donc ils font Montpellier-Rodez, 2 accusés qui sont... Ah ouais, donc collusion. C'est ça? On ne sait pas. Non, mais c'est l'histoire, ça va être ça. L'histoire, c'est qu'elle est virée, mais c'est pas une gamine, 46 ans. Et puis, alors, ce qui est très, très drôle, dont on ne parle pas, mais c'est que moi, je ne sais pas, parce que ça, on ne peut pas accuser sans savoir, mais il est assez probable qu'en réalité, son déplacement a été payé par l'État. Enfin, je suppose que quand on envoie une magistrate de Montpellier à Rodez, quand le ministère de la Justice, il donne une prime de déplacement. De kilométrage, voilà. Comme ça. Donc, elle a une prime de déplacement et elle va faire payer des gens pour monter dans sa voiture. Ah oui. Attendez. C'est ce qui est inacceptable. Oui, mais enfin bon, on ne sait pas encore. Là, non, on ne sait pas. Mais ça serait. Voilà. Donc, si vous voulez. Revenons au livre, s'il vous plaît. Alors, revenons au livre. Donc, si vous voulez. Oui, c'est rigolo, votre histoire. Elle est rigolote. Bon. Notre auteur redécouvre donc les joies de la copropriété, c'est-à-dire en fait de la propriété partagée dont la violence est beaucoup plus intense que la propriété individuelle. C'est-à-dire que quand un propriétaire est propriétaire de sa maison,
à la limite, on peut discuter avec lui. Mais quand 10 propriétaires d'un immeuble commencent à se mettre en querelle avec le voisin, on ne peut plus discuter avec personne. Les copropriétés sont un espace épouvantable. Bon. Donc, ils redécouvrent, soi-disant, les bonheurs de la propriété, mais en fait, ils redécouvrent la vie tribale. Parce que finalement, c'est ça, si vous voulez. La copropriété ou le communalisme, c'est refaire à des petites tribus. Chacun ayant un os que l'autre n'a pas le droit de toucher. Mais ça peut pas... Enfin, moi, je pense que ça ne peut amener qu'à l'enfer. Ça ne peut amener qu'à l'enfer. Parce qu'il reste la notion de propriété avec sa violence, et on introduit l'irresponsabilité. Alors que dans la propriété individuelle, vous ne pouvez pas dissocier la propriété de la responsabilité. Tandis que dans la copropriété, vous dissociez la propriété de la responsabilité des copropriétaires. Et c'est une abstraction qui devient responsable. Ce n'est plus une personne physique, c'est une personne morale, ça s'appelle. Donc, si vous voulez, c'est des choses absolument épouvantables. Et ensuite, cet homme se répand sur le big data. Alors là, le big data, et il trouve ça formidable, et on va tout partager, y compris, par exemple, au dossier médical. On va tout partager. Moi, je pense que le big data, il n'y a qu'une chose à faire, c'est interdire absolument d'utiliser les données personnelles, l'interdire. Et moi, je pense qu'il faudrait... Oui, mais ça, c'est irréaliste. Non, c'est pas irréaliste. C'est pas irréaliste. Moi, je pense qu'on devrait interdire à Google de faire un fichier, on devrait interdire à Facebook de faire un fichier, parce que lorsque ces gens font un fichier, c'est une trahison de la confiance de ceux qui vont sur leur site. Oui, mais bon, c'est une trahison. Tout le monde le sait et tout le monde continue à y aller. Oui, non, voilà. D'accord, mais je pense que ça devrait objectivement être interdit. Alors que notre brave Rifkin, parce que si vous voulez, c'est la Stasi. Ah oui, mais c'est la Stasi, je veux dire, il n'y a pas d'histoire. Google, l'espionnage que fait Google à partir des endroits ou des sites où vous allez, etc. Si vous voulez, si vous mettez à regarder des sites de bateaux, que tout d'un coup vous recevez des publicités de bateaux, c'est ce qu'on fait. Enfin, ou si vous regardez, moi je sais pas, des sites de préservatifs et que votre femme reçoit une lettre comme quoi, vous allez, enfin, il y a des trucs, c'est pas acceptable, c'est pire que la Stasi. Et il en fait un système de société, c'est-à-dire que si vous voulez, les gens qui croient ça. Alors, on est donc chez les écolos là. Hein. Oui, donc, mais si vous voulez, on est là, on découvre avec ce livre les pulsions profondes de l'écologie et la violence que ça va entraîner. Et si vous voulez, ça explique. Enfin, moi, à mon avis, ce livre explique la pensée de tous ces magistrats qui nous massacrent, qui considèrent qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose. On doit rejoindre la communauté et la collectivité. On n'a aucune raison de posséder quelque chose à la fin de notre vie. On doit être rétamé pour redevenir un membre sage de cette collectivité si parfaite. Je trouve ce livre mais effrayant, complètement effrayant. Et enfin, le moteur, parce que, évidemment, il n'échappe pas à cet homme, il ne peut pas lui échapper qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose qui fasse marcher les gens. Et finalement, on s'aperçoit que il essaie de dire que l'intérêt économique ne serait pas un moteur ou pas un moteur respectable. Et finalement, on sent bien que, à travers le net, il pense que le moteur serait le souhait de notoriété. C'est-à-dire qu'il pense que les hommes... Ah oui, le Sekhanovitch. Les hommes pourraient, au-delà de l'intérêt, avoir envie d'être reconnus. Oui. Et que cette notion serait un moteur suffisant. Alors, moi, je pense que ce n'est pas impossible que cette notion soit un moteur suffisant, mais c'est un moteur extrêmement tricheur. Non, c'est pas suffisant. Et à condition que les gens aient le ventre rempli, quand même. Hein. Oui, parce que s'ils meurent de faim, la notoriété, ils s'en foutent. Il y a quand même des... Mais ils ont fait exactement la même chose sous le régime communiste. Hein, Tout à fait. Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quoi, non, il n'y a rien de nouveau, mais c'est les mêmes... On y retourne. Oui, on y retourne, puis on y retourne au galop. Oui, on y retourne sous une nouvelle forme, on appelle plus ça communisme, oui. je sais pas ce qu'on appelle, mais on y retourne là. On appelle ça la nouvelle société du coût marginal zéro. Ah oui, d'accord, voilà. Ouais. Et c'est ça. Et l'éclipse du capitalisme. C'est-à-dire que, si vous voulez, en fait, ce titre est un titre mention. Alors, ce qui est merveilleux quand même, c'est que cet homme, évidemment, il est contre les droits d'auteur. Voilà, il est contre le copyright, il est pour la gratuité d'Internet, il est pour... Mais il vend son livre. Mais lui, il l'a pas mis sur Internet, hein. Il faut l'acheter. Alors, je vais vous dire, hein, quand même, c'est pas donné, à 26 €. Ouais. C'est pas gratuit. Hein. Ah ouais. Donc, lui, il a fait un livre qui fait payer. Donc, ça m'a marqué profondément parce que je pense effectivement que devant nous arrive un avenir qui va être redoutable. Alors
Effectivement, vous m'avez dit ce matin, bah, vous n'avez pas le moral. Non, j'ai pas le moral. J'ai pas le moral parce que je suis sûr que les gens croient à ça. Alors, cet homme est un conseiller, il a été reçu de 3/4 d'heure par Hollande, il paraît qu'il conseille Merkel, enfin, il est très proche d'Obama. Donc, si vous voulez, il est l'explication dont avaient besoin ces administratifs, Énarques et compagnie, pour continuer à nous écrabouiller et à avoir l'adhésion populaire quand même. Et donc, il a une adhésion de la majorité. Hein. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et en tout cas, ceux qui pensent comme ça, il les conforte suffisamment pour qu'ils aient une telle foi dans leurs pensées qu'ils trouvent que les dégâts collatéraux, qu'ils puissent arriver à penser que les dégâts collatéraux, c'est-à-dire nous, les individus, qui vont crever du machin, c'est pas important. On retourne 40 ans en arrière. C'est tout. Sous une autre forme, sous une autre appellation. Ouais, un siècle en arrière, parce que Marx, il y a un siècle. Oui, mais enfin bon, le communisme, il n'est pas mort quand même depuis 50 ans. Non, mais il a sévi pendant 70 ans. Donc on est au début d'une pensée qui va être mortifère, destructrice, et qui va durer certainement plusieurs décennies. Parce qu'il va falloir que les gens fassent l'expérience de leur système tribal, là, de ce système où ils vont se tuer les uns les autres, chacun pensant qu'il est en train de protéger la biosphère. Parce que c'est ça l'histoire. Hein. Chacun pensant que l'autre est en train de détruire la biosphère. C'est-à-dire que l'autre, celui qui fume, celui qui a une maison à lui, lui détruit la biosphère. Donc quand vous pouvez dire à quelqu'un très sérieusement, derrière un tribunal, qui dit, vous pouvez dire, mais Bolling, vous avez de l'argent? Non, j'en ai plus. Il faut que je réponde oui. Vous avez de l'argent? Oui, beaucoup. Bon, vous détruisez la biosphère. Allez hop, éliminé. À la trappe. À la trappe. C'est tout. C'est pas compliqué. Ah oui. Vous marrez? Vous avez. Je mets le doigt dans le nez, allez hop, à la trappe. Vous détruisez la biosphère. Bon, c'était très bien. Il faut s'arrêter là. Oui. Donc, c'est pas sur une note de joie. Hein, non, mais ce livre est très important. Moi, je vous conseille de lire ce livre. Non, je ne le lirai pas. Hein, mais si. Non, j'ai pas envie de me pendre. Hein, je suis déjà pendu. Il faut le lire parce qu'il faut comprendre comment ça va se passer. Non, mais je préfère garder une lucarne d'espoir. Moi, je suis content que ma grand-mère, dans les années, je ne sais plus combien, 30 et quelques, ait lu Mein Kampf. Ouais, mais enfin, bon, ça, c'est. Si vous aimiez la science-fiction, vous verriez qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont pondu des livres de science-fiction, plus ou moins avec Big Brother, Big Data, on n'est pas du tout dans la science-fiction. On n'est pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est c'était prévu, c'est un sujet qui a été abordé en science-fiction. Non, là, on est dans un vrai sujet de société. On est dans quelqu'un qui entraîne derrière lui des milliers de gens, peut-être des millions de gens. Et on est en train de basculer dans un système qui va entraîner une majorité d'humains et qui vont dans le mur. Voilà, on n'est pas dans la science-fiction, ça n'a rien à voir. Hein. Science-fiction, c'est rigolo. Ça, non, on est dans le présent, dans le présent, et même un petit peu dans le passé, parce que je pense que ce monsieur sévit depuis déjà un moment, il y a déjà une vingtaine d'années, et il le fait d'ailleurs très bien remarquer. Sa théorie prend de l'ampleur, de plus en plus. Et donc, non, c'est effrayant. Ah non, c'est grave. Hein. Bon, Henri. À bientôt. À bientôt. Au revoir.